Donc, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents ce matin pour évoquer un sujet particulièrement important qui est la santé au travail du personnel soignant et plus particulièrement la gestion de leur état de fatigue. Aujourd'hui, c'est donc la journée internationale du sommeil, donc ça nous paraissait particulièrement pertinent d'évoquer ce sujet ensemble. Quelques petits éléments de contexte pour poser le sujet. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il y a une vraie prise de conscience qu'un soignant en mauvaise santé ne peut délivrer des soins de qualité. Là-dessus, le contexte n'a pas aidé et la pandémie du Covid-19 a eu des conséquences majeures sur le secteur de la santé qui a dû s'adapter en un temps record, non sans conséquences. Et là-dessus, l'organisation du travail en milieu de soins et notamment le passage de certains contrats en 12 heures pour certains soignants a également eu des conséquences assez importantes. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée du docteur Paul-Henri Desportaire, qui est somnologue, médecin du sommeil. Bonjour Paul-Henri. Bonjour à toutes et à tous. Et de Aurélie Berquet, cadre supérieur de santé au groupe hospitalier Seclin-Carvin, qui a mis en place l'initiative au sein du GH avec pas moins de 13 cocons qui ont été installés au sein des différents services et établissements du GH. Bonjour Aurélie. Bonjour Camille, bonjour Monsieur Desportaire, bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc ce matin, on va parler de l'état de fatigue des soignants, des conséquences que ça peut avoir. On évoquera du coup l'importance de mettre en place des solutions concrètes pour leur permettre de récupérer sur leur journée de travail. Et on vous partagera des retours d'expérience et des clés de réussite pour la mise en place d'espaces de repos à destination des équipes. Donc on aura la chance d'avoir l'expertise de Paul-Henri et le retour d'expérience concret d'Aurélie. Donc pour commencer, Paul-Henri, est-ce que vous pourriez nous rappeler déjà les conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité sur la santé? Alors, en règle générale, les différentes conséquences, je pense qu'il faut déjà partir de deux situations différentes. C'est parce que là, on va parler de dette de sommeil. Est-ce que cette dette de sommeil est à mettre en relation avec une pathologie du sommeil ou pas? Donc, que ce soit quelqu'un qui est insomniaque, quelqu'un qui souffre d'apnée du sommeil ou d'autres types de pathologies. Ou est-ce que cette dette de sommeil est plutôt engendrée, en fin de compte, par notre rythme métro boulot dodo, les différentes horaires que l'on peut avoir lorsqu'on est sur nos différents postes de travail, etc. Donc là, on est dans deux situations qui sont différentes. J'en parlais tout à l'heure avec Camille. Il y a une enquête qui a été publiée ce matin justement dans le cadre de cette journée sur le sommeil, où ils ont regardé un petit peu comment évoluait le sommeil des Français. Et de cette enquête ressort qu'en règle générale, en semaine, les gens dorment 6 heures et 58 minutes et que pendant le week-end, les personnes vont dormir 7 heures et 40 minutes. Donc déjà, rien que là, on voit qu'il y a un écart important entre notre rythme de semaine et notre rythme pendant le week-end. Donc, on se met en dette de sommeil et cette dette de sommeil, elle est induite en fin de compte par notre activité, essentiellement par notre activité professionnelle. Alors maintenant, pour répondre à la question de Camille, ça impacte quoi le fait de se mettre en dette de sommeil? On va tout de suite penser à de la fatigue. Donc ça, c'est la première chose. Après de cette fatigue, on va également avoir de la somnolence. Donc les gens qui se sentent pas bien pendant la journée, qui se sentent somnolents. Dans cette enquête OpinionWay aussi, il est même dit qu'il y a 50% des gens qui s'endorment le soir devant la télévision. Donc ça veut dire que la fin de la journée, elle est compliquée pour 50% d'entre nous. Ensuite, cette dette de sommeil va évidemment augmenter un risque d'accidentologie. Troubles de la mémoire, troubles de la concentration. Donc, quand on est à l'hôpital, il faut faire attention, parce qu'il y a tout de même des patients derrière. Et après, on va avoir également des perturbations en termes d'humeur, des gens qui deviennent irritables, des gens qui deviennent anxieux. On peut aller jusqu'à la dépression. Après, on va rentrer également dans des troubles métaboliques. Donc, les gens qui peuvent un lien avec de l'obésité, un lien avec du diabète. Et après, on a également cette dette de sommeil qui peut interférer sur les pathologies cardiovasculaires. Il y a également des études récentes qui mettent un lien entre cancer, manque de sommeil, cancer, dette de sommeil. Et également, on a aussi beaucoup parlé, en fin de compte, de troubles de l'immunité qui peuvent être engendrés par ce manque de sommeil.
Donc, vous voyez, le manque de sommeil impacte beaucoup, je dirais, au niveau de nos. Et également, un point important, ça, j'en ai pas parlé, c'est également tout ce qui touche nos performances au travail. C'est aussi impacté par notre manque de sommeil. Et vous parliez de l'étude d'Opinionway qui est sortie ce matin et qui montre l'état de fatigue des Français. Je suis tombée en préparant cette table ronde sur un baromètre publié par la MNH, la Mutuelle nationale des hospitaliers, en partenariat avec Odoxa et la chaire santé de Sciences Po, qui montre certaines statistiques sur les soignants en particulier. Il y a des statistiques assez éloquentes. On a un quart des professionnels de santé qui pensent être en mauvaise santé, 3/4 qui jugent leur emploi fatigant. On a 8 professionnels de santé sur 10 qui pensent que leur travail a une incidence sur leur sommeil et 3 professionnels sur 10 qui prennent des somnifères ou des tranquillisants. Donc, c'est quand même des statistiques qui sont assez alarmantes. Aurélie, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous confirmez cette étude? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Et selon vous, quelles sont les conséquences que ça peut avoir? Tout à fait, Camille. C'est vraiment quelque chose que l'on constate dans le milieu de la santé. Ce sont des chiffres qui sont corroborés par le médecin du travail. C'est vrai que régulièrement, quand on a des rencontres avec le médecin du travail, elle est assez étonnée de cette baisse de la qualité de sommeil et de cette dette que cumulent les professionnels de santé. Je rebondis sur ce que disait Monsieur Deporter. C'est vrai que les conséquences de la dette de sommeil ou du manque de sommeil sur la santé sont alarmants. On a des études scientifiques aussi qui nous révèlent qu'il y a une baisse systématique de la vigilance à partir du moment où on en a travaillé 4 heures. C'est un petit coup de barre que tout le monde ressent et auquel personne ne peut échapper. Et ça, c'est valable dans les métiers de la santé, quel que soit le métier de la santé. Ça peut être les soignants, mais ça peut être également les fonctions support au niveau des services techniques, au niveau de la direction. En plus, dans nos professions, il y a ce qu'on appelle des risques cumulatifs qui sont liés à nos métiers hospitaliers. L'alternance des postes, faire des postes du matin, faire des postes du soir. L'alternance des rythmes de travail. Camille, tu parlais des postes en 7h35. C'est vrai qu'avec la période Covid, on est passé à des postes d'une amplitude de 12 heures. L'alternance des postes de jour, des postes de nuit. On exerce un travail sous pression en permanence et en plus, avec ce travail sous pression en permanence, on a de l'imprévu en permanence qui vient se surajouter à ces risques cumulatifs. Les équipes sont donc concernées par les risques sur la santé dont a parlé Monsieur Deporter. Et au quotidien, ce manque de sommeil, il se traduit de plusieurs façons. Il se traduit par le risque de faire des erreurs médicamenteuses, d'identité. Il se traduit aussi par le fait d'avoir des troubles musculo-squelettiques, de risquer un accident du travail, un accident de trajet, un accident d'exposition au sang, de manquer de patience tant auprès du patient qu'auprès de ses collègues, qu'auprès de la hiérarchie, qu'auprès des familles, de ne pas atteindre non plus les objectifs qu'on s'est fixés de la journée. Du coup, ça surajoute cette tension. C'est ce qu'on appelle une charge mentale, un stress permanent qui, pour moi, est synonyme d'émotions toxiques. Et ça risque également l'épuisement qui peut aussi aller malheureusement jusqu'au burn-out. Donc, on voit que les conséquences sont pas mineures du tout et qu'il faut vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps et proposer des solutions concrètes pour permettre aux agents de récupérer et de gérer leur état de fatigue durant la journée de travail. Avant de rentrer dans le concret des bonnes pratiques pour mettre en place ce type d'initiative, peut-être rappeler ce qu'on entend par temps de récupération et plus précisément par micro-sieste. Qu'est-ce que c'est qu'une micro-sieste? Quels sont les bénéfices de cette pratique, Paul-Henri? Micro-sieste, il y a le terme micro. Donc, logiquement, une micro-sieste, c'est une sieste courte. Et sieste courte, grosso modo, c'est 5 à 20 minutes maximum. L'objectif, c'est d'avoir une période qui permette de se reposer. Logiquement, ces siestes, elles sont rafraîchissantes. Donc, elles permettent aussi aux personnes, aux soignants de terminer leur journée. Et le point important, il faut justement l'objectif de ces micro-siestes, c'est de ne pas aller impacter notre sommeil nocturne. Parce que si on fait des siestes trop longues,
Le souci que l'on risque d'avoir, c'est que le soir, on risque d'avoir des troubles de l'endormissement, on risque d'avoir aussi des réveils nocturnes et potentiellement, progressivement, de se décaler, de se mettre dans ce que nous on appelle en retard de phase. Donc vraiment, les micro-siestes, c'est des siestes qui sont courtes, c'est 5 à 20 minutes, et non pas justement les siestes que l'on retrouve un petit peu dans l'enquête là qui a été publiée ce matin, où c'est vrai, on dit qu'à peu près 42% des gens qui font, des personnes, des Français qui font une sieste par semaine, mais cette sieste, c'est 1 heure, c'est plus d'1 heure. Donc ça, c'est potentiellement la sieste que l'on peut essayer de faire le week-end pour récupérer, mais c'est pas du tout ce qu'on appelle les micro-siestes que l'on peut, je dirais, entre parenthèses, un peu promouvoir sur le milieu du travail pour justement permettre aux personnes de terminer sa journée. Alors après, quels sont les bienfaits? C'est éviter de se mettre en tête de sommeil. Donc, c'est un petit peu le corollaire de tout ce que je vous ai expliqué avant. Donc, c'est éviter la fatigue, éviter tout ce qui est somnolence, etc. Après, on parlait aussi de tout ce qui était musculo-squelettique, c'est diminuer les tensions musculaires. On a un impact sur également la productivité au travail, on a un impact sur la mémoire, sur la concentration, également sur la créativité, diminution du stress. Donc tout ça, c'est ce que peut apporter ces micro-siestes. Évidemment, on va jouer sur la somnolence, je l'ai dit, tout ce qui est accidentologie. Donc, il y a un intérêt à réaliser ces micro-siestes pendant la journée lorsqu'on le peut. Et c'est très important de préciser ce qu'on entend par micro-sieste, mais on y reviendra dans la suite de l'échange, parce que voilà, c'est un terme qui peut parfois être connoté. On peut peut-être plutôt parler de lâcher prise, de temps de récupération, mais voilà, foncièrement, la micro-sieste, c'est ce que vous avez dit, Paul-Henri, c'est ce temps très court, entre 5 et 20 minutes, qui a énormément de bénéfices. Et du coup, partant de là, Aurélie, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quelles sont les raisons qui vous ont amené à mettre en place cette initiative au sein du groupe hospitalier Seclin-Carvin? Alors cette initiative, elle a germé entre 2020 et 2021. Le groupe hospitalier de Seclin-Carvin a souhaité développer une culture de prévention des risques professionnels, d'amélioration des conditions de travail, de renforcement de la qualité de vie au travail. Et ce souhait a d'ailleurs été inscrit au volet social du projet d'établissement. On a fait le pari d'amener la qualité de vie au travail au cœur des services, avec, entre autres, c'est juste, encore une fois, une petite pierre à l'édifice de la qualité de vie au travail. Donc, on a souhaité amener la qualité de vie au cœur des services avec la mise en place de la micro-sieste. On a eu pour cela la chance de travailler avec le docteur Arnaud de Pilduval, qui est un ancien médecin-chef urgentiste aux urgences d'Évreux, qui, lui, a rendu la sieste obligatoire au service des urgences à Évreux. Il s'agit d'une piste quand même novatrice, un projet audacieux, on en reparlera un petit peu plus tard. On s'est basé sur ce qui existe dans le monde. Il y a certains pays où la micro-sieste est déjà pratiquée. Au Japon, elle est plus ou moins obligatoire. Les entreprises ont aménagé déjà des locaux pour pouvoir favoriser cette pratique. Et si un salarié s'endort au cours d'une réunion, eh bien, on considère ça comme naturel et on évite de le réveiller. En Espagne, les horaires de bureau, c'est plutôt au niveau du bureau effectivement, mais les horaires de bureau sont adaptés pour justement permettre aux agents de laisser ce temps de faire la sieste. En Chine, la sieste, elle est inscrite dans la Constitution depuis les années 50. Et là encore, on éteint les lumières, souvent après la pause méridienne, pendant 10 minutes, pour rappeler aux professionnels qu'ils peuvent faire la sieste. Après, il y a des personnes aussi, on s'est basé sur ce qui existe dans pour les personnes célèbres qui pratiquent la sieste. Alors, on va passer par Albert Einstein, Jacques Chirac, Victor Hugo, pour les amateurs de football, Lionel Messi, pour ceux qui sont amateurs d'espace, eh bien, on a Thomas Pesquet, on a Thierry Marx pour les amateurs de bonne nourriture. Tous revendiquent les bienfaits de faire une micro-sieste. Et les premiers qui ont été formés à ça, et on ne le savait pas, eh bien, ce sont les militaires. Et là, malheureusement, le contexte nous le rappelle aussi. Les militaires, sur le front de guerre, ils sont formés à réaliser des micro-siestes. Les navigateurs en solitaire, c'est pareil. Alors, on s'est dit, en accord, sur la base des travaux faits par Monsieur de Pilduval, on s'est dit, mais pourquoi pas à l'hôpital? Osons. Osons pour tous les corps de métier. Et on a une petite phrase qui dit qu'un professionnel reposé rime avec un patient en sécurité. Et l'idée qu'on a développée au niveau du groupe hospitalier de Seclin-Carvin, c'est de se dire il faut prendre soin de soi
pour mieux prendre soin des autres ensuite. Et c'est un projet gagnant-gagnant à tous les niveaux. Merci Aurélie pour cette introduction de la démarche et on va revenir après en détail sur comment ça s'est passé pour vous et ce que vous en retirez. Avant ça, peut-être, du coup, on a travaillé ensemble dans le cadre de votre projet. Je voudrais juste faire un petit rappel de ce qu'on propose aujourd'hui chez Napenup. Napenup, c'est une société qu'on a créée il y a un peu plus de 6 ans maintenant, qui s'est donnée pour mission de démocratiser les temps de pause et de récupération dans le cadre professionnel. Aujourd'hui, on a 2 métiers principaux qui sont d'une part la création d'espaces dédiés au repos et à la récupération, avec notre produit qui est le cocon à sieste que vous voyez à l'image, qui est une bulle sensorielle de récupération dans laquelle on va pouvoir venir s'allonger. On est en position semi-allongée, avec une canopée qui se rabat qui permet à la personne à l'intérieur d'être complètement isolée visuellement. Le cocon fonctionne avec une application mobile qui a 2 fonctionnalités, une fonctionnalité de réservation pour permettre de booker un petit créneau quand on en a besoin et une fonctionnalité d'écoute d'audio de relaxation. Ces audios, l'idée c'est de pouvoir les utiliser dans le cocon évidemment, mais on peut également les utiliser chez soi le week-end, en faire bénéficier ses proches. C'est vraiment un service qu'on va venir offrir aux équipes au-delà de l'aspect physique du cocon. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution, c'est la 3e qu'on sort sur le marché. Elle est vraiment née de tests et d'expérimentation et elle rassemble l'ensemble des contraintes qu'on a pu identifier, que ce soit en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, qui sont des contraintes de confort, d'ergonomie, d'hygiène, de récupération, de gestion en fait de ces émotions au quotidien, qu'en tant qu'employeur ou que porteur de l'initiative, qui sont des contraintes d'espace, de budget, de démarche et également QVT et RSE, puisqu'on est sur une solution qui est 100% française. Donc voilà, c'est vraiment un produit qu'on a essayé d'imaginer pour répondre à l'ensemble des contraintes qu'on peut rencontrer. Et à côté de ça, on a également toute une action de formation et de sensibilisation, puisqu'on y reviendra tout à l'heure. Il y a vraiment un gros enjeu autour de l'accompagnement de la démarche. Et donc, on organise des événements sur site, des actions de sensibilisation à travers des conférences, des ateliers, des programmes de formation pour vraiment accompagner la démarche, faire en sorte qu'elle soit pertinente sur du long terme. Quelques petits témoignages avant de passer à la suite d'utilisateurs et utilisatrices de nos cocons, à commencer par le docteur Shipman, justement du groupe hospitalier Seclin-Carvin, qui nous évoque l'importance pour elle de ces temps de récupération, dans la mesure où, en tant que chirurgienne, elle est amenée souvent à opérer tard dans la journée, voire la nuit, et qu'en fait, ces moments de repos sont essentiels pour pouvoir exercer son métier et être en pleine possession de ses moyens. Donc ça, c'est un témoignage qui est assez intéressant. On a également des témoignages de la bulle de Saint-Joseph à Paris qui nous dit, voilà, c'est génial pour se relaxer et faire tomber le stress. C'est vraiment indispensable. C'est un temps pour mieux repartir. Donc il y a vraiment cette notion de prendre un temps de pause. On a l'impression qu'on perd du temps, mais en fait, non, on va en gagner pour le reste de la journée parce que les 10 minutes qu'on va consacrer à récupérer, elles vont nous permettre d'être en pleine possession de nos moyens sur le reste de la journée. On a d'autres petits témoignages. Une personne d'un établissement Orpea qui nous dit « Je peux réattaquer le boulot maintenant, c'est fou ». Donc voilà, on ne se rend pas forcément compte au départ de l'impact que ça peut avoir sur notre journée. Il faut vraiment le tester et se mettre en marche pour comprendre les bienfaits que ça peut avoir. Et on a, je crois, un dernier petit retour qui nous dit « Je viens faire une sieste pour me requinquer pour le reste de la journée. Je le conseille parce que c'est un havre de paix dans une journée bien mouvementée. On sait que les journées à l'hôpital ou dans le secteur de la santé de manière générale peuvent être compliquées parce que longues, parce que stressantes, parce qu'on est en contact avec des patients qui sont pas toujours faciles à gérer. Donc voilà, prendre ce petit temps de pause pour soi, pour ensuite mieux s'occuper des autres et de ses patients. Aurélie, on va rentrer dans le concret. Vous qui avez porté cette initiative au sein du groupe hospitalier Seclin-Carvin, est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience et nous dire après coup quelles sont les clés de réussite d'une telle initiative? Donc à ce jour, il y a 13 cocons qui sont installés au plus près du lieu d'exercice des professionnels au groupe hospitalier Seclin-Carvin. Le premier a été installé le 17 février 2021, donc il y a déjà 2 ans. Une des clés prioritaires pour cette réussite, ça a été la communication. Parce que faire la sieste en France, ça reste tabou et c'est même plutôt synonyme de faiblesse. On a des témoignages de professionnels pour autant qui reconnaissent se cacher pour pouvoir se reposer, comme s'il fallait culpabiliser.
Dans le milieu de la santé, en plus, on a plutôt une vision doloriste de nos métiers. Pour certains, on est encore corvéable à merci. Ce n'est pas dans notre culture de faire la sieste. Et pour l'administration, il pourrait y avoir aussi cette peur de payer pour rien. Je l'ai entendu, hein. Ah ben oui, mais on a déjà payé certains agents à fumer, maintenant on va les payer à dormir. Bon, il faut l'accepter, faut que ça glisse, hein. Alors communiquer dès le début du projet, ça permet de lever les a priori, ça permet de lever les préjugés et de lever les croyances. Et ça, c'est très compliqué de travailler sur les croyances. Il faut absolument donner l'information la plus juste possible pour lever cette méfiance et travailler sur les croyances. Également, un des succès, enfin une des clés de la réussite, c'est de travailler dès le début avec le soutien de la direction, avec la direction des ressources humaines, avec la médecine du travail. On a travaillé à une époque où on était au tout début du contexte Covid, et donc on a emmené également le médecin de notre équipe opérationnelle d'hygiène. C'est vrai que Camille, tu le disais, vous avez changé déjà plusieurs fois le cocon, le revêtement aujourd'hui. Je le précise, il supporte les produits d'entretien du milieu hospitalier et vous avez été très réactif à ce moment-là parce que quand on a voulu mettre en place les cocons, c'était encore une ancienne version et là, on a eu un veto total de notre équipe opérationnelle d'hygiène. Donc, il faut vraiment penser à emmener tout le monde dans la démarche. Et puis, emmener les chefs de pôle, les chefs de service, l'encadrement et les professionnels aussi pour avoir une personnalisation du projet. Ouais, effectivement, donc on évoque la communication, la sensibilisation, le fait d'intégrer l'ensemble des parties prenantes en fait à la démarche et les agents en premier lieu, puisque finalement il faut que la solution qu'on leur apporte réponde à un besoin réel. Et après, concernant l'espace dans sa dimension vraiment physique, il y a quelques bonnes pratiques à mettre en place pour que l'espace soit vraiment approprié au repos et à la récupération. Paul-Henri, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les facteurs à intégrer quand on veut aménager, que ce soit une chambre chez soi ou un espace de repos de manière générale, en termes de luminosité, de confort, d'ergonomie, il y a pas mal de petites choses à penser et à intégrer à la démarche. Je vais d'abord commencer par notre chambre, hein, parce que c'est logiquement on y passe un certain temps aussi. Donc la chambre idéale, c'est déjà une chambre qui est rangée. Le fait d'avoir une chambre rangée, c'est déjà quelque chose qui apaise. Et on l'a dit, le sommeil, à un moment donné, c'est même du lâcher prise. Parce que si vous n'arrivez pas à vous mettre dans du lâcher prise, vous allez avoir du mal à vous endormir. Ensuite, il faut que votre chambre, il n'y ait pas trop de bruit. Donc attention à ça. Il faut également gérer la luminosité. Normalement, dans notre chambre, il vaut mieux que ça soit le noir complet. La température, c'est également quelque chose qui est intéressant, qui est important. Donc, grosso modo, nous, on dit 18, 19 degrés. Bon, maintenant, avec les efforts d'énergie que l'on doit faire, certains nous disent 17, mais bon, il ne faut pas avoir trop froid non plus. Et après, faites attention à tout ce qui est potentiellement téléphone portable, qui peut sonner, vibrer. Attention également aux écrans dans la chambre, parce qu'on est toujours peut-être sollicité pour les regarder, un petit mail, un petit truc. Donc, nous, on dit en général, les écrans, on essaie de les sortir. La télévision, normalement, on n'a pas de télé dans une chambre. Et après, il y a également la literie qui va intervenir. Donc, il faut tout de même qu'on ait une literie qui soit confortable. Et si, par exemple, vous allez sur le site de l'INSV, donc l'Institut national sommeil et vigilance, on vous dit grosso modo, un lit, c'est 2 fois 90 avec 2 matelas séparés, de telle sorte que si vous avez un conjoint qui bouge beaucoup dans son lit, si vous avez 2 matelas séparés, eh bien, les mouvements, vous les ressentez un petit peu moins. Et après, on joue également sur potentiellement une notion de longueur de lit. On dit que grosso modo, il faudrait 10 à 15 cm de plus par rapport à sa taille pour qu'on ait réellement un lit qui soit confortable. Alors après, moi, je fais 1m92, donc ça commence à devenir compliqué, ça devient des lits sur mesure après. Dernier point, et là, j'ai rien contre les animaux, parce que j'ai un chien également, donc attention aux animaux dans la chambre. Parce que l'animal qui vient un petit peu gratter dans la nuit, etc., ou potentiellement aussi avec les phénomènes d'allergie que ça peut engendrer. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte si on veut avoir une chambre idéale
pour avoir un sommeil et un sommeil de qualité. Alors, en ce qui concerne, je dirais, les espaces dans le milieu professionnel, donc là, Camille vous a montré déjà un certain nombre de photos et de présentations. Bah, au niveau de la température, c'est la même chose. Il faut tout de même qu'il y ait une température qui soit tempérée. 18 degrés, c'est franchement l'idéal, parce que si c'est surchauffé, les personnes vont avoir du mal à faire leur micro-sieste. Après, au niveau de la luminosité, on n'est pas aussi drastique que, par exemple, ce qu'on souhaiterait avoir dans une chambre idéale. Donc là, on peut se dire lumière tamisée. On n'a pas forcément besoin d'avoir le noir complet. Surtout, vous avez vu dans les petits cocons, il y a une petite ombline qui vient par-dessus. Après, il faut également une ergonomie qui soit propice à la relaxation. Être en position semi-assise, c'est franchement quelque chose d'idéal. En plus, ça évite d'aller vers ce qu'on nous on appelle le sommeil lent profond et d'avoir des siestes qui sont trop longues par la suite. Et évidemment, il faut un endroit qui soit au calme et qui soit un endroit qui soit en dehors de tout passage. Parce que la personne qui souhaite faire sa sieste, elle a aussi envie d'être un petit peu en sécurité, de pas forcément se retrouver avec quelqu'un qui rentre dans la pièce à tout moment. Donc là aussi, c'est rentrer dans cette notion de lâcher prise. On essaie d'éviter du stress. Et après, s'il le faut, et comme Camille vous l'a dit dans la solution, c'est aussi potentiellement se faire aider avec des solutions audio, des solutions de musique, des solutions de sophrologie qui permettent justement d'enclencher ce processus de lâcher prise et d'aller au plus vite dans le sommeil pour justement avoir cette durée optimale de sieste qui est, je le répète, entre 5 et 20 minutes. Et si je peux rebondir, effectivement, tout l'enjeu de l'espace de repos VS la chambre, c'est de mettre en place les conditions pour favoriser le repos et la récupération sans tomber dans du sommeil lent profond, et donc de surtout pas mettre en place les mêmes conditions que dans une chambre, puisque le risque serait que le cerveau se mette en position sommeil de nuit et rentre dans du sommeil lent profond, ce qui n'est pas du tout l'objectif de la récupération. Donc voilà, c'est proposer des conditions favorables au lâcher prise et à la relaxation sans pousser la démarche trop loin en favorisant un sommeil lent profond là où c'est pas l'objectif. Et vous parliez de l'emplacement. Effectivement, ce qu'on constate aussi, c'est que le choix de l'emplacement est très important. Il ne faut pas que ce soit un endroit qui soit trop isolé, type sous-sol ou difficile d'accès, où la personne passerait du temps à accéder à l'espace. Et pour autant, et vous l'avez dit, il ne faut pas que ce soit un endroit avec trop de passages ou à côté du bureau de la direction. Voilà, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un espace qui soit facile d'accès, donc assez central, mais qui maintienne l'anonymat dans la démarche. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, on vous a présenté du coup notre solution, le cocon, qui répond un peu à l'ensemble des problématiques qu'on a pu évoquer. L'idée, c'est aussi de penser l'espace dans sa globalité au-delà du cocon. Et Aurélie, vous aviez à l'époque du coup proposé des éléments de décoration pour aménager les différents espaces au sein du GH. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on propose avec Nap & Up, de vous accompagner dans l'aménagement de l'espace dans sa globalité pour faire en sorte que ce soit un espace agréable, propice à la relaxation et qui puisse fonctionner en toute autonomie. Donc avec des choses très simples, mais qui sont un porte-manteau, une corbeille, une ambiance tamisée, une ambiance relaxante. Voilà, des petites choses assez simples à mettre en œuvre, mais qui vont permettre de faire en sorte que l'initiative soit un succès. Donc, on a parlé de l'importance de la communication, de l'importance de l'aménagement de l'espace et des solutions qu'on va mettre à disposition dans l'espace. Aurélie, aujourd'hui, si vous deviez faire les choses un peu différemment, qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que vous feriez autrement? Je pense qu'on insisterait encore davantage au niveau communication. Quand on a initié le projet, on parlait de micro-sieste. Avec toute la connotation négative que ça pouvait engendrer. Si c'était à refaire, le terme de récupération et de relaxation est plus à aborder en première intention pour justement lever ce tabou qui persiste encore. Un comité de pilotage peut-être un petit peu plus élargi. Je me rends compte que si on n'embarque pas d'emblée l'encadrement dans nos milieux, le message a du mal à redescendre. On est quand même dans un système hiérarchique et si l'encadrement n'est pas lui-même sensibilisé
a l'intérêt de faire une micro-sieste, s'il n'est pas lui-même le modèle à utiliser ces moments de détente, de récupération, du coup, les agents ont du mal également à s'approprier ce principe-là et ce temps nécessaire. C'est vraiment en termes de communication où il faudrait réinsister. Cette communication aussi, peut-être accompagner les professionnels davantage dans la représentation du rapport au temps. Ils sont encore à dire, même si certains sont convaincus des bienfaits de la micro-sieste, je n'ai pas le temps. Ils sont là 12 heures en poste. Ils ont 2 fois 20 minutes de pause. Au niveau du groupe hospitalier Seclin-Carvin, la DRH a mis un point d'honneur à autoriser ce temps de relaxation en plus du temps de ce temps de pause réglementaire. Et bien c'est insister encore sur ce fait que prendre le temps pour prendre soin de soi, alors bien sûr qu'on ne rattrape pas le temps, mais on va le récupérer autrement. Monsieur Deporter le disait, on va le récupérer en énergie, en concentration, en patience. Je ne vais pas refaire ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est indéniable. Il faut aussi les amener à tester. Il n'y a en testant qu'ils vont se rendre compte eux-mêmes des bienfaits derrière de ces 5 à 20 minutes qu'ils ont pris pour eux. Quoi vous dire d'autre? Peut-être aussi, toujours en termes de communication, peut-être formaliser davantage ce temps dans les espaces dans leur salle de pause. Dire, voilà, vous avez pris cette pause, autorisez-vous un temps de pause supplémentaire avec une photo du cocon, de l'espace de relaxation. Insister aussi, et Monsieur Deporter le disait, vous aussi Camille, siester, ça n'est pas dormir. On ne part pas dans un sommeil lent, profond. On reste à minima vigilant et du coup rapidement disponible s'il y a besoin, s'il y a une urgence. Là aussi, les agents ont l'impression qu'ils vont s'endormir. Non. Voilà, je pense que... Et puis en termes de configuration, peut-être. C'est vrai qu'au groupe hospitalier Seclin-Carvin, pardon, on a fait le choix d'installer un seul cocon. Là aussi, peut-être que l'effet de groupe, si on en installait 2 à un endroit, à la demande des professionnels, peut-être que cet effet de groupe, y aller à 2, ça permettrait de lever cette pression, ce regard de l'autre qui reste encore pesant lorsque certaines personnes voudraient s'autoriser à aller prendre ce lâcher-prise. Merci Aurélie. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets en espérant que ça vous donne des idées et des clés pour mener ensuite à bien le projet dans vos différents établissements. Il y a un autre sujet, et c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le sujet du financement. On sait que voilà, c'est un des points clés dans le fait de mener à bien ce type de projet. Aurélie, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça s'est passé pour vous en termes de financement? Oui, on a répondu à plusieurs appels à projets. Pour la première phase, on a répondu à un appel à projet de l'ARS Hauts-de-France en lien avec la qualité de vie au travail. Et l'ARS Hauts-de-France nous a budgété à l'époque à 100% pour le déploiement des cocons de relaxation dans les EHPAD. Là aussi, ça montre aussi que les ARS sont sensibles à la qualité de vie au travail et aux idées novatrices. Et à l'époque, l'ARS Hauts-de-France nous a financé à hauteur de 50% pour les cocons que l'on déployait au niveau des secteurs de médecine, chirurgie et obstétrique. Et on a répondu aussi à notre appel à projet plus récemment pour créer une bulle de relaxation, comme l'ont fait beaucoup d'établissements, avec la Fondation des hôpitaux. Voilà, il faut aller saisir les opportunités auprès des appels à projets. Et il y en a beaucoup, l'ARS est très active, alors après c'est effectivement par région, mais que ce soit sur des appels à projets ponctuels, que sur du CLACT ou du crédit non reconductible, il y a pas mal d'opportunités à ce niveau-là, des fondations comme ça a été le cas effectivement avec la Fondation des Hôpitaux de France. On a vu aussi pas mal de mutuelles qui ont financé ou cofinancé des espaces de repos avec des cocons. Et après, il y a certains fonds de dotation de groupes hospitaliers qui ont été extrêmement actifs dans la mise en place d'initiatives pour le bien-être des soignants. Donc voilà, il y a quand même un panel d'acteurs qui sont actifs et qui mettent en place des choses pour soutenir ce type d'initiative. Donc le tout, c'est d'être en veille. Nous, on est là aussi pour vous accompagner sur ces sujets-là parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Donc, faut surtout pas hésiter à nous solliciter. On essaye au maximum d'être au courant de ce qui est proposé. On va
pouvoir conclure, moi, avant de conclure, j'aimerais terminer sur d'autres projets. On sort un petit peu du côté soignant, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous en parler. On a beaucoup parlé et on est aujourd'hui très sollicité pour des projets à destination des équipes soignantes. Et on l'a vu, il y a un réel besoin. Aujourd'hui, avec NaPanUp, on est également très sollicité pour des projets côté patient et côté accompagnant. Là, à l'image, vous avez un projet qui a été mis en place par le service de chirurgie pédiatrique ambulatoire à l'hôpital Trousseau à Paris, où en fait, dans une seule et même salle, ils ont créé 15 petites alcôves à destination des patients en post-chirurgie pour leur permettre de récupérer avant de repartir chez eux. Et là, dans chaque alcôve, il y a un cocon pour le patient, en l'occurrence un enfant ici, et un fauteuil pour l'accompagnant. Donc ça, voilà, c'est un projet type d'une solution pour des patients. On a également installé des cocons dans des hôpitaux psychiatriques, dans des centres qui accueillent des personnes atteintes de troubles de l'autisme, où les cocons représentent vraiment des sas d'apaisement et sont inscrits dans le parcours santé du patient. Voilà, c'est devenu aujourd'hui assez essentiel pour eux et au moment où il y a des crises qui montent, le cocon permet voilà, de les apaiser, de faire redescendre en pression et ça a énormément de bénéfices. On a également des cas d'application pour des services d'oncologie où les temps d'attente peuvent être parfois très longs et très anxiogènes. Donc voilà, valoriser un peu les sas d'attente avec des sas de décompression et de relaxation. Donc voilà, c'est juste une petite aparté pour vous montrer que les cocons, évidemment, sont pertinents pour les soignants, mais qu'il y a également des applications côté patient et côté accompagnant. Euh, on va passer au temps de questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas soit à poser vos questions sur le chat, soit à prendre la parole très librement. Quoi qu'il en soit, on va vous envoyer dès lundi matin le replay du webinaire pour que vous puissiez, voilà, si vous avez raté le début, en profiter. Et on vous partagera également pour vous remercier de votre participation 2 choses. Un argumentaire qui reprend un peu l'enjeu et le contexte de la mise en place d'un espace de repos à destination des soignants. Et pour vous remercier également, on vous offre 1 mois d'accès à notre application mobile pour que vous puissiez la tester, découvrir nos audios, en faire profiter vos équipes éventuellement. Donc voilà, vous recevrez les accès par email également. Donc, pour rappel, c'est les emails de vos LinkedIn, puisque vous êtes inscrit via LinkedIn sur l'événement. Donc, si jamais votre adresse n'est pas la bonne, ou parce que c'est pas une adresse professionnelle, n'hésitez pas à nous la communiquer, soit sur le chat, soit par email. Et place aux questions. Si vous en avez, on est encore là quelques minutes pour échanger et répondre aux questions que vous aurez pour être au plus proche de vos contraintes et de vos contextes à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'aurais 2 questions. Merci pour ce partage d'expérience. Ma première question, c'est dans cet espace, du coup, comment sont gérés les appels d'urgence du personnel qui peut avoir du coup je sais pas, l'obstétricien qui est appelé pour une césarienne code rouge, qui va se reposer, et si le voisin d'à côté est en micro-sieste, comment on gère ce bruit? Donc ça, c'est première question. Et deuxième question, toujours pour les médecins, quelle est la différence du coup avec les chambres de garde? Qu'est-ce qui va les encourager à aller plus vers faire de la micro-sieste partagée dans un espace plutôt que d'aller utiliser leur chambre de garde? Aurélie, je te laisse répondre. Oui. Alors, Merci pour cette question. alors ça tombe bien puisque je suis cadre supérieur sur le pôle mère-enfant gynécologie de l'hôpital de Seclin, donc ça tombe bien. Eh ben, les médecins gynéco-obstétriciens sont peut-être les plus grands utilisateurs sur le groupe hospitalier de Seclin-Carvin de cet espace de relaxation. En fait, c'est de l'organisation. Le docteur de Duval le disait lui-même, si on est capable de mettre en place la micro-sieste dans un secteur d'urgence, on est capable de le mettre en place partout. Bien entendu qu'il faut rester joignable. Si vous êtes gynéco-obstétricien de garde et que vous devez intervenir sur un code rouge, bien entendu, dans les 10 minutes, vous devez être opérationnel. Donc, c'est peut-être une contrainte, mais ça marche quand même. C'est 10 minutes. Quand vous prenez 10 minutes de relaxation, normalement, ces 10 minutes où vous pourriez être dérangé, ça reste de l'ordre de l'exception. Et l'expérience le prouve. C'est-à-dire que lorsqu'ils sentent qu'ils ont la possibilité d'aller souffler pendant 10 minutes, ils partent avec leur DECT pour pouvoir être joignables, bien entendu, parce que l'urgence restera prioritaire, c'est qu'à de le dire. Mais ça marche, ça fonctionne. Donc, c'est de l'organisation.
Il faut bien sûr communiquer avec ses collègues, dire voilà, je m'en vais faire un moment de relaxation, je suis à tel endroit. Mais ce moment de relaxation, comme on a fait le choix au groupe hospitalier de Seclin-Carvin de l'installer au plus près du lieu d'exercice des métiers, le gynéco-obstétricien, il n'a que l'escalier à descendre pour être au bloc obstétrical. Donc ça, c'est facilitateur. Et c'est une des clés du succès aussi. Et votre deuxième question, c'était Les chambres de garde. les chambres de garde. La configuration de nos locaux fait que il y a la chambre de garde à, allez, je vais dire 10 mètres du cocon de relaxation où il est installé. C'est des petits espaces. Nous, on a fait le choix d'installer les cocons de relaxation avec un trompe-l'œil. J'ai envie de dire, peu importe que la personne de garde utilise la chambre ou le cocon, puisque l'application Napanup est utilisable n'importe où, même chez vous. Donc, le cocon, ça reste un plus. J'aurais envie de dire que c'est une option qui apporte encore un bénéfice supplémentaire parce que vous n'êtes pas allongé totalement. Mais libre à chacun d'utiliser soit la chambre de garde, soit la pièce où est installé le cocon de relaxation. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des réactions, des retours? Si c'est pas le cas, on va Oui, moi, s'arrêter pardon, là. du coup, Oui. j'avais juste une question du coup sur le prix d'un cocon. Alors sur le prix, on a différentes gammes de produits. On a notamment une gamme qui est particulièrement adaptée au milieu hospitalier, qui est une solution qui répond, comme le disait Aurélie, à l'ensemble des contraintes d'hygiène. On a été amené à échanger avec les services hygiénistes les plus virulents de France, je pense. Et aujourd'hui, c'est une version, donc l'assise est complètement épongeable, la canopée est faite avec des matériaux à base de particules d'argent qui ont des propriétés virucides et antibactériennes. Sur cette version-là, on est à un tarif de 4 400 €, sachant que dans ce tarif, il y a donc l'achat du cocon, sa livraison, et on vous offre l'accès en illimité à l'application mobile pour 1 an. Au-delà d'un an, c'est un renouvellement, c'est un petit renouvellement annuel de 790 € par an pour l'utilisation de l'application uniquement. Et c'est un accès qui est en illimité en termes de nombre d'utilisateurs. Vous avez dans ce service donc l'accès à l'application avec la réservation, les audios en illimité. Et tous les mois, sous la forme d'une gazette mensuelle, on vous partage les statistiques d'utilisation de l'application, ce qui permet vraiment d'avoir un retour au plus proche et d'ajuster la communication. Si on se rend compte que l'espace est complètement saturé, peut-être envisager d'autres installations. Au contraire, si on se rend compte qu'il y a une baisse d'utilisation, recommuniquer, resensibiliser. Et donc voilà, nous, tous les mois, on vous fait un petit point et on vous accompagne s'il y a besoin de recommuniquer tout au long de l'année. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'initiative fonctionne sur du long terme. Donc on n'est pas juste là pour vous vendre notre solution, mais on vous accompagne vraiment sur toute la durée. D'accord, merci. Et du coup, à Seclin-Carvin, elles sont utilisées à quelle hauteur Alors maintenant? c'est variable, oui, c'est variable. Tous les mois, donc Camille nous envoie la Gazette du Siesteur, donc ça aussi que je partage avec mes collaborateurs. C'est variable. On se rend compte que beaucoup de soignants et de professionnels utilisent l'application même chez eux. Parce que dans les statistiques, vous avez non seulement l'utilisation et la réservation des cocons, mais également l'utilisation des audios, le type d'audio, c'est assez détaillé. C'est variable. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de routine, j'aurais envie de dire. Il y a des secteurs qui sont un petit peu plus sensibilisés que d'autres. Ça, c'est clair. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là où l'encadrement emmène les équipes, tous métiers confondus. En tant que cadre supérieur, j'ai sensibilisé les médecins, les gynéco-obstétriciens quand je suis arrivée. Il n'y a pas, enfin, encore une fois, là où l'encadrement était le plus sensibilisé à emmener ses équipes, à emmener ses collaborateurs, c'est là où ça fonctionne le mieux. Mais du Là coup, où ça fonctionne. globalement, c'est la queue après chaque pause Non, pour aller faire, non. ou globalement, on trouve toujours une Non, 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 place. non, 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 non. Et heureusement, l'application justement permet ce système de réservation. Moi, je le dis, hein, le cocon, il est monoplace.
Je le dis. Bon, ça a fait sourire au début, mais voilà, l'idée, c'est vraiment un moment pour soi. Il n'y a pas la queue et le système de réservation permet justement de même prévoir, de programmer le temps de réservation du cocon. Et ça, c'est très confortable. C'est pareil, vous pouvez très bien aller réserver le cocon qui se situe à l'étage au-dessus. Ça aussi, c'est très confortable. Donc la queue, il n'y a pas la queue, il n'y a pas... et heureusement. Et ça permet aussi, là aussi, en termes d'organisation, bah, de mieux s'organiser sur son temps de travail avec ses collègues pour pouvoir aller bénéficier de ce temps de relaxation là où on a envie. Très bien, Et effectivement, merci. pour compléter, donc le système de réservation, l'idée, c'est pas de réserver une semaine à l'avance, mais plutôt de se dire, bon, bah, là, j'aimerais bien prendre un temps de pause. Est-ce que le cocon est disponible? Oui, je réserve. Non, je vois que c'est occupé, je réserve pour 10 minutes plus tard. Et pour rejoindre aussi ce que disait Aurélie, en fait, l'idée, c'est pas tellement de faire cette pause-là tous les jours, mais plutôt vraiment de la faire quand on en a besoin. On parle de micro-sieste, mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'identifier le besoin de la personne. Est-ce que la personne vient parce qu'elle est extrêmement fatiguée, parce qu'elle a un enfant qui fait passer nuit à la maison? Est-ce qu'elle vient parce qu'elle vient de vivre un moment un peu difficile avec un patient ou avec un collègue, ou parce qu'elle a une grosse échéance dans 1 heure et qu'elle a besoin voilà, de se concentrer avant de reprendre du service? C'est vraiment voilà, identifier toutes les situations qu'on peut rencontrer sur sa journée de travail et proposer un outil dédié à la récupération, au lâcher-prise et au regain d'énergie. Très bien. Merci Je beaucoup. crois qu'il y avait, avec plaisir, je crois qu'il y avait une question de la part de Nelly. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, vous parliez d'entretien et des produits d'entretien. Est-ce que ce matériel supporte le nettoyage à la vapeur? Non. Alors, aujourd'hui, très concrètement, l'idée, c'est de passer soit des lingettes, soit un spray virucide ou antibactérien, les produits en fait qu'on utilise en milieu hospitalier. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de cas de figure de nettoyage à la vapeur et a priori, c'est pas compatible. D'accord. Parce que C'est une nous, problématique pour vous? on est dans une démarche de réduction d'exposition aux produits chimiques aussi, dans le D'accord, cadre de la QVT aussi. d'accord. De ce fait, ce serait, je sais pas si vous pouvez faire des tests mais c'est aussi quelque chose qui est assez important pour nous. Donc, de s'enfermer dans un cocon qui aura été nettoyé avec des produits pour lesquels on sait contiennent parfois et souvent même des perturbateurs endocriniens ou autres, ça m'embête. Ouais, je comprends. Alors après, le nettoyage à la vapeur, entre chaque utilisation, il est pas évident à mettre en place et le risque, c'est que simplement les mousses se détériorent. Après, Aurélie, je crois que Oui. tu voulais intervenir. Oui, si je peux me permettre d'intervenir. Nous sommes engagés dans la labellisation maternité éco-responsable. Donc, nous sommes accompagnés justement, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais pour essayer d'alléger au maximum les produits qui sont fortement toxiques. Du coup, on a envoyé la composition de tous les produits d'entretien que nous utilisons, que ce soit dans l'entretien des chambres des mamans, des nouveau-nés et dans les lieux dans les lieux de soins de façon très générale. Et on s'est rendu compte que, alors je ne vais pas citer de marque, mais les produits que nous utilisons au quotidien, ils ne sont pas forcément très nocifs. Et si vous êtes accompagné dans cette démarche-là, ils peuvent, si vraiment les produits sont nocifs, vous proposer des alternatives. Bien entendu qu'après, il faut travailler avec la centrale d'achat, il faut travailler, mais c'est possible. Donc, parce qu'on a réfléchi nous aussi à l'utilisation de la vapeur au quotidien, en partenariat avec notre équipe opérationnelle d'hygiène, qui est très difficile à emmener, mais qu'on arrive à emmener quand même. Mais voilà, les produits virucides qu'on utilise aujourd'hui ont été quand même améliorés pour permettre une moindre toxicité et garder l'efficacité qui est attendue dans nos milieux de santé. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou retours ou réactions? Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir conclure. Donc, comme je vous le disais, on vous fera un partage du replay de cet échange avec également un accès offert à l'application pour 1 mois et un argumentaire qu'on vous partagera si vous souhaitez porter la démarche en interne pour vous accompagner.
Dans tous les cas, merci pour votre participation. C'est super d'avoir ces retours et ces échanges. Merci Aurélie et Paul-Henri pour vos témoignages et votre expertise. Avec Et plaisir. je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Prenez soin de vous.